Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à ces maisons éco-construites uniquement à base de matériaux écolos, comme on peut le voir sur notre plateau aujourd'hui. Alors loin de ressembler à des cabanes marginales, ce sont des maisons modernes et spacieuses et qui s'inscrivent parfaitement dans le paysage. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier par vous-même, ce sera la semaine prochaine. C'est 6 et 7 juin, les éco-maisons vous ouvrent leurs portes. Swazik Genok, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conceptrice en éco-habitat. Swazik, est-ce qu'il n'y a vraiment que des matériaux écologiques dans les éco-maisons ? Le plus possible, vraiment. Le plus possible, presque. Bon, on détaille tout ça ensemble tout à l'heure. Et puis Camille Pochet est en plateau également. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes allée faire vos courses, mais à la ferme directement. Oui, parce que depuis 1 an à Brest, on peut faire son marché en ligne. Très bien. On détaille tout ça ensemble tout à l'heure. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 29 mai. Et le blocus est levé à Lascarmore, à Landerneau. Après 2 jours de mobilisation, les agriculteurs ont rencontré ce vendredi midi le président de Lascarmore. Si la discussion a permis de désamorcer la situation, rien n'est réglé pour autant. Les explications avec Christophe Boucher. Au marché au Cadran, à Plérin, le prix du kilo de viande de porc se négocie actuellement 1,24 €, c'est 20 centimes en dessous des attentes des producteurs. Acheteur important au travers de sa filière de viande Kerménée, Lascarmore comprend la mobilisation des producteurs porcins, mais estime avoir de son côté fait suffisamment d'efforts pour soutenir la filière. Le cours du cochon de Plérin n'a fait qu'1,4 centime, avec comme acteur principal leader Kerménée, contrairement à d'autres acteurs de ce marché qui, à mon avis, ne jouent pas le jeu. Notamment un des acteurs de leur filière, abattoir qui appartient à Sophie Protéol, qui s'appelle Abera. Donc, il faut aussi que tout le monde de la filière joue le jeu. Le blocus de Lascarmore est levé. Les producteurs de porc maintiennent la pression, notamment sur le gouvernement, et attendent de pied ferme le déplacement du ministre de l'Agriculture dans le Finistère, lundi 1er juin. Encore quelques mois, il nous annonçait un plan comme quoi la France allait redevenir autosuffisante en production porcine, à savoir atteindre 25 millions de porcs. Or, c'est le contraire qui est en train de se passer. On est en train de perdre des producteurs, donc perdre de la production, avoir de plus en plus d'importations de viande étrangère. Donc ça ne peut pas durer. Donc qu'il passe des paroles aux actes, il a fait ces paroles-là il y a quelques mois, qu'il mette aujourd'hui en musique tout cela. La filière va poursuivre son mouvement avec dès le 5 juin une opération intitulée « Viande de nulle part ». Les producteurs sensibiliseront les consommateurs sur l'origine des viandes, qu'elles soient bovines ou porcines. Et dans l'actualité également, la visite du député européen Jean Arthuis à Brest, dans sa circonscription. Invité de la Maison de l'Europe, il a échangé ce vendredi après-midi avec les élèves du lycée de l'Iroise sur son rôle au Parlement européen. Alors parmi les thématiques abordées, l'économie, la culture, mais aussi la jeunesse. Et il revient sur ce sujet au micro de Julie Sicot. Je souhaite que les jeunes aillent à la rencontre de l'Europe et ne restent pas isolés. Je souhaite que les jeunes maîtrisent au moins une autre langue que la nôtre. Peut-être 2 ici, le breton et le français, mais qu'ils puissent aller passer au moins 1 année très vite à l'extérieur, qu'ils soient étudiants grâce à Erasmus, ou même les apprentis. Je vais la semaine prochaine lancer un grand projet sur l'apprentissage européen, essayer d'avoir un cadre unique, que les jeunes puissent aller dans d'autres pays que le nôtre pour passer au moins 1 année d'immersion et parfaire leur formation professionnelle. C'est ça l'Europe. Et puis dans le Morbihan, Jean-Yves Le Drian était en visite à la base militaire de Lanbiwé près de Lorient. Il a confirmé la création de 800 postes et la livraison de 6 frégates multimissions anti-sous-marines d'ici 2019. Interrogé sur son éventuelle candidature à la présidence de la région Bretagne fin 2015, il n'a rien confirmé du tout. Il dit ne pas voir le lien entre ses déplacements quasi hebdomadaires dans la région et les élections de la fin de l'année. Camille Pochet, vous vous êtes intéressée de près à un concept qui a débuté l'année dernière à Brest. Ça s'appelle un drive fermier. Bilan au bout d'1 an. Est-ce que ça fonctionne ou pas, Camille ? Alors ça continue en tout cas. Ouais, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, tous les vendredis dans la zone de Kergaradec, quelques exploitants vendent leur production à des clients qui ont commandé sur Internet des fruits, des légumes ou des produits laitiers. Alors comme ils ont commencé l'activité l'année dernière, on est allé leur rendre une petite visite un vendredi après-midi. Et on regarde votre reportage.
En mai 2014, des producteurs lançaient un drive fermier à Brest, une expérience inédite dans le Finistère. L'idée, c'est de faire les commandes sur Internet du mercredi au jeudi. Et après, donc, les clients viennent rechercher leurs commandes ici sur ce site de Jardiland à Brest. De 11 producteurs, ils sont passés à 14. Thierry Guével rejoint tout juste le groupe. J'ai adhéré au Drive Fermier par rapport à l'appel de Gisèle Bégoc, la présidente du Drive, qui m'a contacté pour essayer de diversifier un peu la gamme de légumes. C'est un concept qui m'intéressait déjà parce que actuellement je réalise les marchés. Donc ça me permet de toucher un peu une autre clientèle. C'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir les retours directement à tous les consommateurs. Du côté des clients, si certains sont au rendez-vous toutes les semaines... Je viens chercher des légumes et des fruits au Drive Fermier depuis l'ouverture, donc depuis 1 an. On a redécouvert le goût de plein de choses et même les enfants qui profitent. Enfin voilà, le jambon c'est devenu une sucrerie maintenant. Donc du coup on fait comme ça maintenant depuis 1 an et voilà, tout ce qu'on achète part dans la semaine, voire dans le week-end. D'autres découvrent le concept. On s'est dit qu'on allait tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Donc je viens au Drive Fermier depuis 1 mois, tous les vendredis. Je trouve intéressant d'acheter local et de faire travailler les gens local. Si le Drive Fermier a attiré du monde à sa création, les clients sont désormais moins nombreux, une 30aine par semaine. On a eu un pic dès le départ. Après, les gens sont venus, ont essayé, d'autres sont repartis. Mais on a toujours une clientèle stable. Elle est quand même à une 30aine de paniers par semaine. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien augmenter le niveau. Le modèle du Drive Fermier demande encore à évoluer. Pour l'instant, les producteurs doivent tout gérer eux-mêmes. Or, s'occuper d'un site internet ou communiquer autour du concept de Drive Fermier, ça prend du temps. Un temps qu'ils ont du mal à trouver, en plus de la production. Alors on le voit Camille, ils ont vraiment envie de toucher plus de monde, mais comment ils peuvent faire ça ? Alors c'est vrai que le Drive Fermier connaît un certain succès, ils aimeraient bien avoir plus de commandes. Il faut savoir que le nombre d'exploitants n'a pas bougé en fait depuis le début. Mais le Drive de Brest se porte quand même plutôt bien comparé à nos voisins morbihanais. Parce que pour resituer les choses dans leur contexte, le Drive Fermier du Finistère fait partie d'un réseau national en fait. Ça a été mis en place par les chambres d'agriculture et un réseau qui s'appelle Bienvenue à la ferme. Alors chez nos voisins morbihanais, un autre Drive avait ouvert un peu avant celui de Brest, 2 mois avant. Je les ai joints par téléphone et ils m'ont expliqué qu'au bout de 2 mois, ils ont été obligés de renoncer parce qu'ils avaient des problèmes avec le site internet du Drive Fermier. Site qui n'est pas créé par les agriculteurs, mais par le réseau en fait. Et il se trouve qu'il y aurait aussi des soucis de temps en temps avec le site du Drive du Finistère. Donc ces problèmes de gestion de site internet et de communication sont un frein au développement des drives fermiers. La concurrence joue aussi Et quelle concurrence ? Alors le Drive Fermier du Finistère a été lancé en mai 2014. Les producteurs, à ce moment-là, étaient les seuls à proposer ce type de service. Alors, il existait les AMAP, mais on ne pouvait pas choisir ce qu'il y avait dans les paniers. Donc, ça a rebuté certains clients. Et très vite après la création du Drive Fermier, les producteurs ont été suivis. Donc, un exemple, ce sont les fermiers du net qui ont ouvert juste après le Drive Fermier dans la zone de Kergaradec. Alors, en fait, ils se sont développés de la même manière. Non, il y a vraiment des différences flagrantes entre les fermiers du net et le Drive Fermier. Donc les deuxièmes, les fermiers du net, ont 3 fois plus de commandes par semaine que le Drive Fermier. Ils ont commencé comme le Drive avec une dizaine de producteurs, mais actuellement, ils sont 3 fois plus nombreux. Alors, ils ont probablement trouvé la recette qui manque au Drive Fermier, c'est-à-dire qu'ils ont un local. Il y a la possibilité pour les clients d'acheter sur place, même s'ils n'ont pas commandé sur Internet. Et ils ont un prestataire qui gère les commandes, le site Internet et le service après-vente. Alors d'ailleurs, on va écouter Karine Doucet, elle est chargée de communication pour les fermiers du net. J'anime le site internet, c'est-à-dire que je mets à jour les produits, je réceptionne les commandes des clients, je réponds à leurs demandes éventuelles, je transmets ces commandes aux producteurs, j'assure l'aménagement et l'entretien du local où nous sommes aujourd'hui, qui sert de retrait et également de magasin. Alors, je pense qu'effectivement, les producteurs n'ont pas le temps d'assurer la promotion du drive.
ils sont sur leur production, ce sont déjà ce qui leur prend énormément de temps. Et donc d'avoir quelqu'un qui gère pour eux la promotion de leurs produits, du site, du local, c'est un élément primordial. On se rend compte qu'on fidélise bien, que les gens reviennent d'une semaine sur l'autre, parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment une convivialité qui s'est établie entre les producteurs, les consommateurs, moi-même. Je consacre aujourd'hui la quasi-totalité de mon temps professionnel aux fermiers du net. Alors Camille, est-ce qu'après un an d'existence, les producteurs du drive fermier vont changer un petit peu de stratégie ? Alors Gisèle Bégoc du Drive Fermier a bien conscience des difficultés dont on a parlé. Elle va travailler avec une stagiaire pour être plus efficace en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Ils vont aussi essayer d'amener des stocks supplémentaires le vendredi pour permettre à des gens qui n'ont pas commandé sur Internet de pouvoir quand même faire quelques courses au Drive Fermier. Après, il faut savoir quand même que les producteurs du Drive Fermier ne souhaitent pas changer totalement de modèle et que pour les deux associations de producteurs qui sont donc en concurrence, ils semblent pas être vraiment gênés par ça puisqu'ils disent tous les deux qu'il y a de la place pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Camille pour cet éclairage. Des maisons en paille, en bois et en briques. Alors non, je ne vais pas vous raconter l'histoire des petits cochons, des 3 petits cochons. Je vais vous raconter plutôt que ces maisons sont bien réelles et surtout très écolo. Swazik Guénoc, vous êtes conceptrice de maisons éco-construites. Alors est-ce qu'il est récent ce concept ou est-ce qu'au contraire c'est un concept plutôt ancestral vers lequel on revient ? Oui, tout à fait, oui. Avant, en fait, on fabriquait avec les matériaux dont on disposait sur le terrain où on voulait bâtir le bâtiment, en fait, à la maison ou plus. Et donc, ce sont des valeurs que l'on a retrouvées. Et les gens qui travaillent dans l'éco-habitat, certains sont déjà sur cette façon de faire depuis 25 ou 30 ans. D'accord, ouais. C'est pas arrivé juste là, tout récemment. On retrouve, voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de la paille dans les murs ? Ah oui, dans certaines maisons. Alors, ça, par exemple, c'est la coupe d'un mur d'une maison éco-construite. Voilà. Celle-ci, par contre, c'est de la laine de bois, parce qu'en fait, c'est une coupe sur une maison en bois. D'accord. Alors, c'est quoi ces différentes couches ? Donc, une planche de bois. En fait, il y a une ossature qui est ici, là. Après, quand on va vers l'extérieur, on a un contreventement en fait, pour rigidifier la construction. Sur l'enveloppe extérieure de la maison, on a de la fibre de bois, donc mur, plafond, plancher. Et à l'extérieur, on a des tasseaux et la finition, par exemple un bardage. Et après, côté intérieur, on a des tasseaux, contre-tasseaux pour passer les réseaux électriques. Et après, une finition comme un fermacelle ou un lambris. Et là, la différence, en fait, par rapport à une maison bois classique, c'est que, bien sûr, tous ces matériaux, tous ces bois ne sont pas traités. C'est ça la grande différence, en fait, avec une maison bois, c'est que c'est il n'y a pas de produits chimiques, la charpente n'est pas toute jaune ou toute verte, comme on voit dans les autres maisons bois habituelles. Alors, on a envie de se rendre compte de ce que ça donne, parce qu'on en voit qu'un tout petit bout d'une maison, et ça tombe bien, puisque Frédéric Lorenzon est allé en visiter une pour nous. C'est à Landéda. Regardez. En fait, cette maison a été conçue pour faire de la location pendant la période d'été et puis servir de maison d'hôtes et aussi accueillir les randonneurs du GR qui passent juste en dessous de la maison. Alors c'est le séjour avec la cuisine là-bas dans le fond. On a choisi d'ouvrir vers la mer. Et c'est un séjour qui est équipé d'un plancher en châtaignier. Alors sous le plancher, on a une isolation supplémentaire entre les lambourdes. On a mis de la ouate de cellulose sur l'ensemble de la maison. L'entrée, cette entrée va être équipée d'un poêle à granulés qui sera installé à la place de cette lampe ici. C'est un petit salon qui sert de sas entre la partie vie et la partie nuit. Ensuite, nous avons un vaste couloir très large pour permettre aux handicapés de pouvoir passer en fauteuil roulant. C'est ce qui explique aussi la largeur un peu exceptionnelle des portes. Et puis une vaste salle d'eau avec la possibilité pour le fauteuil de tourner sans déborder sur la douche italienne.
Alors c'est la phytoépuration avec des roseaux, ça n'a pas d'odeur et ça permet d'avoir aussi un traitement écologique des eaux usées. C'est une maison qui a coûté un petit peu plus cher qu'une construction traditionnelle. On est à environ 1700 € du mètre carré. C'est une maison qui a une capacité de 6 personnes et il y a environ 108 mètres carrés de surface habitable et environ 100 mètres de terrasse. Alors Swazik, on vient de l'entendre, une maison éco-construite, ça coûte un peu plus cher qu'une maison normale. Mais est-ce qu'on s'y retrouve ensuite avec un budget chauffage ou eau à moindre coût? Ah oui, en fait, on investit tout le budget chauffage et eau que l'on aurait mis dans notre maison dans les 20 prochaines années dans l'enveloppe, en fait. D'accord. Et dans les matériaux biosourcés. Alors justement, concernant l'eau et le chauffage, comment on s'y retrouve? L'eau, qu'est-ce qui change d'une maison normale? Il y a la récupération des eaux de pluie, par exemple? La récupération d'eau de pluie qui va permettre d'alimenter la chasse d'eau, le lave-linge, le robinet extérieur, par exemple. C'est ce que l'on a le droit d'utiliser en France, autorisé par la DAS. Et bon, après, certaines personnes choisissent de faire plus, mais par exemple, dans l'exemple ici, pour de la location, ce n'était pas faisable. Côté chauffage, c'est poêle à bois, comme on l'a vu aussi dans cette maison de Landéda, ou à granulés? Voilà, oui, parce qu'en fait, on avait ramené. Pendant les portes ouvertes, on verra toutes sortes de maisons. C'est pour ça l'intérêt d'en avoir 39 ouvertes à la visite dans 10 jours. C'est qu'on va voir des maisons, par exemple, qui sont isolées en paille, à la place de cette laine de bois. Certaines sont isolées en paille. On voit des rénovations avec des maisons en pierre. On voit des rénovations de maisons des années 50. On voit des constructions neuves. Des piscines naturelles, des carters. C'est important de voir que ça peut s'adapter aussi sur de la rénovation. Il n'y a pas de maison idéale, il y a en fait plein de choix. Dans cet exemple-ci, on voulait montrer une maison contemporaine qui correspond au goût du jour actuel. Mais tous les styles sont possibles. Tous les styles, il y a des maisons à la chaux. Est-ce que ces maisons ont un effet sain, meilleur pour la santé? Oui, c'est clair. En fait, il y a le choix des matériaux. Il est fait pour que, au niveau de la source, en fait, de la ressource, ça soit bon pour la planète. Quand on va couper un arbre, on va en replanter un. Après, donc, à la fabrication du matériau, on ne va pas utiliser de produits chimiques. Et ça fait que quand on va être dans sa maison et qu'on va respirer, en fait, on n'inhale rien. On n'inhale rien, voilà. Il n'y a pas de composants organovolatiles. De la même façon, on va utiliser après, les planchers ne seront pas vitrifiés, on va mettre de l'huile. Donc c'est aussi bon pour la planète que pour nous. C'est ça, en fait, que vous... D'ailleurs, vous suivez même un plan de géobiologie pour éviter les champs électromagnétiques. Oui, en général, le géobiologue, en fait, vient avant sur le terrain faire un relevé, notamment des failles d'eau et des réseaux Hartmann et Curie, et donc tous les champs électromagnétiques. Et donc, on repère les endroits où il faut éviter qu'à l'aplomb se trouvent les lits et les canapés, les endroits où on reste séjourner, surtout quand on dort, où on est plus fragilisé. Même le toit est végétal. Alors, est-ce que c'est une sorte de jardin suspendu sur lequel on peut marcher ou c'est juste pour l'isolation? On pourrait marcher dessus, en fait, c'est vrai, mais ça participe à l'isolation, ça participe au paysage aussi, parce que dans la maison qu'on vient de voir, en fait, on a plusieurs maisons qui sont en hauteur et qui donc verront, quand le toit végétal sera installé, verront cette prairie verte sur le toit. Ça permet de temporiser aussi quand il pleut beaucoup. Finalement, le toit va se gorger d'eau et comme ça, il y aura moins de gestion d'eau de pluie qui arrivera d'un coup. Est-ce qu'on peut avoir une maison à moitié éco-construite ou est-ce qu'il faut forcément avoir tout, les toilettes sèches, le poêle à bois, l'isolation en laine de bois, tout ça, ou on peut choisir seulement des petits éléments? Oui, chacun met un peu son curseur. C'est vrai que les toilettes sèches, on va dire que j'en ai chez moi, mais voilà, tout le monde ça ne fait pas encore l'unanimité. Voilà. Chacun met son curseur là où il souhaite. Le principal, c'est de toute façon faire avancer la démarche. Est-ce qu'elles vieillissent bien, ces maisons-là? Ah oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas vivre dans un Tupperware. Ce sont des matériaux qui sont étanches à l'air pour que la chaleur qu'on va emmagasiner par la conception bioclimatique, c'est-à-dire l'organisation de la maison en fonction du parcours du soleil dans la journée pour récupérer cette chaleur gratuite du soleil, on va faire en sorte que donc cette chaleur aussi que l'on dégage nous par notre activité, par les ordinateurs, la cuisson, etc., soit récupérée.
Et donc, on va éviter qu'elle passe à travers les parois. Donc, on a une étanchéité à l'air qui est un film, en fait, donc par vapeur qui est là, ou le contreventement. Mais, en fait, on va faire en sorte qu'avec les matériaux biosourcés, en fait, la vapeur d'eau peut passer à travers la paroi. Donc il y a vraiment, voilà, contrairement justement à des matériaux comme du polystyrène, de la laine de verre ou de la laine de roche, etc. Où là, ça va faire vraiment une paroi comme quand on s'habille avec un kawé. Ouais. Quand on s'habille avec un kawé, ce n'est pas confortable à l'intérieur, en fait. Ça ne respire pas. Voilà. Mais alors justement, le fait que ce ne soit pas traité du tout, le bois, il a quand même un effet dans le temps. Voilà. Donc ça sert à quoi de le traiter du coup dans ces cas-là? Sinon. Parce qu'en fait, il faut choisir des essences qui n'ont pas besoin d'être traitées. Donc là, par exemple, c'est du Douglas. C'est du Douglas, là, on peut avoir du Douglas en ossature, en bardage, en plancher, en terrasse, en lambris, du châtaignier, du mélèze, donc des bois qui sont naturellement anti-fongicides, insecticides. Et à ce moment-là, au niveau de la qualité de l'air qu'on va respirer, il n'y aura pas de souci. Dernière question, vous avez l'impression que l'écohabitat est encore mal connu ? Oui, c'est pour ça qu'en fait, on fait ces portes ouvertes pour permettre aux gens de découvrir des maisons plus saines. Et parce qu'en fait, il y a aussi, beaucoup disent, bon, je fais des maisons écologiques. Et pour nous, en fait, ce sont juste des maisons qui sont économes en énergie. Mais pas éco-construites. Éco-construites, c'est vraiment économe en énergie. Mais après, c'est aussi avec des énergies renouvelables, du coup, mais construites en matériaux biosourcés. Et il y en a 39 à découvrir ces 6 et 7 juin. Toutes les infos sont sur www.approche-ecohabitat.org. Et pour en savoir encore plus sur le travail de Swazik Guénoc, vous allez sur www.guénoc.com. Merci beaucoup, Swazik. Tout de suite, on retrouve Stéphane Leroy et sa brève de trottoir. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Ouais, moi non, ouais, moi moyen. Ouais, non, sans déconner, moyen. Ouais, je sais pas, le printemps, ça, je suis pas au taquet, quoi. Ouais, déjà, le temps fait pas grand-chose à l'affaire quand même. T'as vu les sauts de flotte qu'on prend sur la gueule, au bout d'un moment, t'en as un peu ras la casquette. Et des fois, t'as du brouillard, t'as tellement de brouillard que même les goélands, ils viennent à pied. Bon, c'est pour te dire. Et puis, je sais pas, moi, je me rappelle, il y a, je sais pas, 3-4 ans de ça, putain, on parlait de Brest tout le temps, quoi. T'avais le tram, c'était, je sais pas, Sarajevo à côté, tu marchais, c'était rigolo à moitié ton truc. La fête du tram avec les grands éléphants, tout le merdier, tu buvais des tasses dehors, c'était sympa, quoi. Maintenant, tu prends le tram comme tu prenais le bus dans le temps, t'en as rien à branler, quoi. Tu montes là-dedans et tu dégages. Bon, ensuite, t'avais le stade brestois, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais l'armée de chèvres qu'on a vue cette année, franchement, c'est pas de quoi te redemander le smiley, comme ils disent les gamins. Et puis, attends, souviens-toi, on avait des bombasses qui passaient à la téloche, Laurie Tillman s'attaque. Elle allait, ça, moi je suis de Brest, ça, t'es un peu fier. Il n'y a plus que des cajots en ville ou quoi? Même pas, non, mais non, tout le monde est là, les gens savent pas très bien pourquoi. Et même, on parlait tellement de Brest à cette époque-là que, souviens-toi, on se disait peut-être que Benoît Hamon serait président de la République, à Galland-Vézélec. Et ben depuis, t'as vu ce qu'il est devenu? Que dalle, que quick, à l'étal le gars Benoît. Il a fait 3 jours au ministère, il s'est barré. C'est comme si toi tu faisais 3 jours à l'atelier, tu te barrais en disant je suis dissident, je suis dans la fronde et tu te barres. Note, pour remonter un peu le moral, il y a qu'à trouver un Bressois qui ouvre un peu sa gueule pour être ministre. Tu peux devenir ministre comme ça, hein, sans déconner, c'est pas très dur. Et du coup, peut-être que pour me remonter le moral, moi je vais faire ministre. Bon, ministre de ce que tu veux, économie sociale et solidaire, ça a l'air bien, parce que tu peux tout mettre dedans et personne sait ce que tu fais. Comme ça, tu fais du kill de jeunes avec de l'anis bio, et avec ça, tu retrouves le moral. Et puis comme t'as un peu d'entre-gens, tu mets Nolan Roux à Brest, parce que j'ai vu que l'autre couillon allait le virer, et avec ça, on sera bien. De Laurie Tillman là-dessus, le ciel bleu et Maus. Hey, on n'est pas à l'Élysée. Voilà, merci Stéphane Leroy. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et samedi et dimanche, ça va rouler dans l'Ille-et-Vilaine. Pour la 33e année, l'événement Rennes sur roulette rassemble les passionnés de roller, peu importe le niveau. Parmi les nombreuses épreuves de ce week-end de glisse urbaine, le marathon international verra s'affronter les professionnels du roller à travers les rues de la ville. Et cet événement sera diffusé sur TBO en direct ce dimanche à 15h30. Et puis aujourd'hui, voici aussi l'affiche des Tonnerres de Brest 2016. Elle a été dévoilée ce vendredi. Je rappelle que ce grand rendez-vous maritime aura lieu à Brest du 13 au 19 juillet
2016. Vous avez encore un petit peu le temps de vous y préparer. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.